Je me suis assis un moment, en me demandant si j'étais en train de faire une attaque ou de rêver les yeux ouverts. Quelque chose s'est fait passer pour notre chien. Tout a commencé quand mon mari s'est réveillé au milieu de la nuit et a vu notre chien au pied du lit. Ses yeux étaient très sombres et sa bouche avait une forme étrange, mais à part ça, il ressemblait exactement à notre chien, Noodle. Cette chose a parlé d'une voix grave et a répété « Rendors-toi, on se voit demain matin ». Cette phrase, encore et encore. Dans la maison, on entendait des grognements inexplicables pendant la nuit, autour de 3 heures du matin. Des bruits venant des couloirs. Nos 2 chiens dormaient près de nous à chaque fois, donc ça ne pouvait pas venir d'eux. Mon mari a vu cette chose plusieurs fois, au milieu de la nuit, parmi nos vrais chiens. À un moment donné, je l'ai vu moi aussi. Un soir, pendant qu'on mangeait, j'avais enfermé les chiens dans notre chambre. Et dans mon champ de vision, du coin de l'œil, j'ai vu mon chien passer la tête dans le coin du couloir qui menait à la chambre. J'ai pensé que les chiens s'étaient échappés, alors je suis allé vérifier. Il n'y avait rien dans le couloir. Et la porte était toujours fermée. Parfois, nos chiens se mettent à grogner, à aboyer, les poils dressés sur le dos, sans raison apparente. Comme s'ils réagissaient à quelque chose d'invisible. Mon mari a essayé de purifier la maison avec de la sauge, mais ça n'a rien changé. Notre colocataire a refait un rituel, et après ça, c'est parti. Peut-être que cette chose était liée à elle? On ne sait pas, mais on n'a jamais trouvé d'explication. Et honnêtement, je n'avais jamais entendu parler d'un esprit ou d'un démon qui prenait l'apparence d'un animal de compagnie. Quand j'étais enfant, avant l'adolescence, il m'arrivait de voir, tard le soir, la silhouette d'une personne debout dans l'encadrement de ma porte. La silhouette ne rentrait jamais dans la pièce, elle restait là, immobile. Sa présence me terrifiait, et la seule chose que je trouvais à faire, c'était me cacher sous les couvertures. Je sais que ce n'était pas un rêve, parce que mon frère, qui a le même âge que moi, a vu la même chose à plusieurs reprises. Parfois même les mêmes soirs que moi. Le fait que mon frère l'ait vu aussi, et à des moments similaires, exclut l'idée que ce soit le fruit de mon imagination, une hallucination ou un rêve. La silhouette était aussi plus grande que n'importe qui dans notre maison, et je l'ai même vue une fois chez nos grands-parents. Donc, ça ne pouvait pas être quelqu'un de notre famille non plus. Je ne l'ai plus jamais revu depuis des années, mais je n'ai jamais vraiment trouvé d'explication à ce que c'était. Quand j'étais petit, j'avais un ami imaginaire avec qui je passais énormément de temps. Je n'avais pas beaucoup d'amis réels et, à la crèche puis en maternelle, j'étais un peu à l'écart. Alors, cet ami invisible était parfois tout ce que j'avais. Ma mère m'a raconté plus tard que je décrivais toujours mon ami de la même manière. Il avait un prénom, un visage, une façon de parler. C'était comme s'il existait vraiment, quelque part, juste à côté de moi. Je l'appelais Joshua. Il jouait avec moi, riait avec moi. Parfois, je lui parlais à voix haute en pensant que personne ne m'écoutait. Un jour, alors que j'étais encore en âge préscolaire, ma mère a voulu me parler de Joshua. Elle avait l'air préoccupée. Je me souviens lui avoir dit, très sérieusement, que je voulais garder Joshua avec moi, parce que j'avais peur d'entrer à l'école tout seul. À ce moment-là, son visage s'est figé. Elle est restée silencieuse, immobile. Et elle n'a plus jamais évoqué Joshua après ça. Je n'ai compris pourquoi que bien des années plus tard. Ma grand-mère, dans un moment d'intimité, m'a confié que j'avais eu un frère jumeau. Un frère que je n'ai jamais connu. Il n'avait pas survécu à la naissance, ou juste avant, je n'ai jamais su exactement. Mes parents devaient l'appeler Joshua. Mais ils n'en parlaient jamais, incapables de faire face à cette perte. Même les photos de la grossesse avaient disparu des albums. Alors comment est-ce que j'ai su son nom? Comment ai-je pu le décrire si précisément, sans qu'on m'en parle? Ma grand-mère m'a assuré qu'aucune conversation à ce sujet n'avait jamais eu lieu en ma présence.
Elle-même avait évité le sujet par respect pour la douleur de mes parents. Je me dis qu'il y a peut-être une explication rationnelle. Peut-être ai-je entendu quelque chose, un mot glissé dans une conversation d'adulte que mon esprit d'enfant a gardé en mémoire. Peut-être. Mais une autre partie de moi se demande encore aujourd'hui si Joshua, d'une manière ou d'une autre, n'avait pas vraiment été là, pas seulement dans mon imagination, mais dans cet espace fragile entre les mondes, assez longtemps pour que je ne me sente pas tout à fait seul. Quand j'étais petite, c'est ma grande-tante qui me gardait pendant la première année après que ma mère a quitté son ex-compagnon violent. Ce n'était pas mon père, mais celui de mon frère. J'ai passé 1 an à passer chaque après-midi avec elle. Elle m'a réappris à faire du vélo, j'avais probablement oublié à cause du traumatisme de cette période. Elle m'a emmené pour ma première nuit loin de ma mère, et aussi pour mon premier voyage hors de l'État. Cette femme, c'était mon ange. Quand j'ai eu 6 ans, elle a été diagnostiquée d'un cancer. Ma mère a alors arrêté de me confier à elle pour ne pas lui ajouter de stress pendant la chimiothérapie. Elle est entrée en rémission, mais la maladie a fini par l'emporter quand j'avais 10 ans. La nuit de sa mort, j'ai fait un rêve. J'étais dans l'espace, et elle se tenait juste devant moi. On portait toutes les deux de longues robes blanches, avec les cheveux enveloppés dans un tissu blanc. Elle m'a assise en face d'elle et m'a coiffé une dernière fois, me donnant plein de conseils, que j'ai oubliés dès mon réveil. Une fois mes cheveux coiffés, elle m'a embrassé sur le sommet du crâne et m'a dit qu'on se reverrait un jour. Je me suis réveillé en larmes, et je suis allé voir ma mère en lui disant que j'avais rêvé que ma tante était morte. Ma mère venait de raccrocher avec la fille de ma grande-tante, qui lui avait annoncé sa mort quelques minutes plus tôt. Elle avait pris l'appel dehors, donc je n'aurais pas pu entendre la conversation. Sa disparition a été ma première perte importante, et elle a marqué le début de beaucoup de troubles de santé mentale chez moi. Mais, à chaque fois que je vais trop mal, j'ai cette sensation très forte d'être prise dans une étreinte. Et je sens, très faiblement mais distinctement, l'odeur de sa maison, une odeur très particulière, mélange de boules antimite, de spam frit et de haricots rouges. Je n'ai jamais vraiment su ce que signifiait ce rêve, ni ses sensations. Mais je sais qu'une part d'elle est toujours là. Il y a environ 9 ans, j'ai eu un assez gros accident de moto. Une femme a surgi devant moi à une intersection, et je lui suis rentré dedans de plein fouet, j'ai traversé sa camionnette, puis j'ai rebondi en arrière. Ce n'est pas ça la partie inexpliquée. C'est d'ailleurs l'un des seuls souvenirs très nets que j'ai avant l'impact. J'imagine que mon corps a pris une décharge d'adrénaline en réalisant ce qui allait arriver, et le temps a semblé ralentir pendant que j'évaluais mes options. Mais il y a eu un moment où le temps s'est carrément arrêté. Complètement. Je me souviens de manière extrêmement vive avoir vu 2 hommes, en costume noir avec chapeau fedora, tout droit sortis des années 50, debout sur la route entre moi et la camionnette. Je suis presque certain qu'on a parlé, même si je ne me rappelle plus du tout de quoi. Puis le temps a repris son cours, et j'ai percuté la camionnette. Aucune idée de ce que c'était. Peut-être juste un effet secondaire des médicaments que j'ai reçus à l'hôpital, mais même aujourd'hui, je peux encore voir cette scène dans ma tête comme si c'était hier. Quand j'avais 9 ou 10 ans, on a eu une grande réunion de famille dans l'ancienne maison victorienne de ma grande-tante, qu'elle avait héritée de sa famille. C'était une très grande maison, et comme je m'ennuyais un peu, il n'y avait pas d'autres enfants de mon âge, je suis parti explorer les lieux. À l'étage, dans une pièce qui ressemblait à un bureau ou une bibliothèque, j'ai trouvé une vieille machine à écrire des chèques. Elle était noire et dorée, avec plein de petits leviers pour choisir les chiffres, puis un autre levier qu'on tirait pour tamponner le chèque. J'insérais des bouts de papier trouvés sur le bureau et j'observais les chiffres qui s'y imprimaient. C'est pendant que je jouais avec ça que j'ai très clairement entendu, dans le couloir, la voix d'un autre enfant dire « T'es pas censé jouer avec des armes, Bill. » Mais je ne m'appelais pas Bill. Et je ne jouais pas avec des armes. J'ai répondu « Je ne joue pas avec des armes. » Puis, après quelques instants, intrigué à l'idée qu'un autre enfant de mon âge soit peut-être dans la maison,
je suis sorti dans le couloir pour le chercher, mais il n'y avait personne. Et aucun autre enfant autour, ni en bas, ni dehors, où tout le monde se trouvait. À l'époque, j'ai pensé que c'était peut-être un gamin du voisinage qui était entré brièvement. Je n'y ai plus vraiment repensé, jusqu'à mes 18 ou 19 ans, quand ma mère m'a raconté que son père, mon grand-père Bill, le frère de ma grande-tante, avait accidentellement tiré sur un ami dans cette maison, alors qu'il jouait avec le pistolet de leur père, étant enfant. Des années plus tard, alors que j'étais dans la quarantaine, je conduisais ma grande-tante, désormais nonagénaire, et je lui ai demandé dans quelle pièce l'accident avait eu lieu. Elle m'a répondu, dans le bureau, à l'étage. La même pièce où j'avais entendu cette voix. Je ne suis pas religieux, mais ça me paraît trop précis pour n'être qu'une coïncidence. Peut-être que ça l'est. Je ne sais toujours pas expliquer ce qu'il s'est passé, même après toutes ces années. Et c'est la seule chose qui continue à me troubler dans ma vie. Ma mère m'a toujours dit de faire attention aux signes. Elle n'était pas religieuse, mais très spirituelle, elle croyait aux anges, aux guides spirituels, à toutes ces choses-là. Moi, je n'y ai jamais vraiment cru. Mais elle répétait souvent que ces entités, venues du ciel, nous envoyaient des signes, à condition qu'on accepte de les voir. Des plaques d'immatriculation, des chansons à la radio, des gros titres dans les journaux, et surtout, des plumes blanches. Elle me disait toujours, « Si tu es perdu, demande de l'aide à tes anges et cherche les plumes blanches. » Quelques années plus tard, j'ai rejoint l'armée et je suis parti en camp d'entraînement. J'étais un peu le moins accompli de ma fratrie, alors c'était la seule chose concrète que j'avais faite de ma vie jusque-là. J'avais besoin de me prouver que j'en étais capable. De rendre ma famille fière. Mais vers la fin, je me suis blessé à la hanche pendant un exercice. Et là, la peur de l'échec m'a frappé de plein fouet. Il nous restait une marche de 32 km avec tout l'équipement sur le dos et 5 jours d'entraînement intensif sur le terrain. J'étais persuadé que je n'y arriverais pas avec ma blessure. Alors, un peu désespéré, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait, j'ai demandé à mes anges un signe. Un peu comme un dernier recours. Je vous jure, 2 minutes plus tard, je retourne à mon lit. Et là, sur ma couverture, posée bien en évidence, une petite plume blanche. Et ce n'était pas fini. J'en ai vu d'autres après ça. Sur le sol. Sur mon uniforme. Sur mon équipement. Même dehors. Je ne sais pas si elles étaient là depuis le début et que je ne les voyais pas, ou si les oreillers commençaient à se désagréger après des mois d'utilisation, mais je n'arrêtais pas d'en croiser. Et au final, j'ai fait cette foutue marche de 20 miles. J'ai survécu aux 5 jours sur le terrain. Et j'ai réussi mon test physique final haut la main. Je ne sais toujours pas ce que je crois. Mais je sais ce que j'ai vu. Je m'étais arrêté pour la nuit dans une aire de repos pour camions, en plein désert, à environ 100 km à l'est d'El Paso, au Texas. Cette aire de repos n'était éclairée qu'autour du magasin et des pompes à carburant. La zone de stationnement des camions, elle, n'était illuminée que par les phares que certains chauffeurs laissaient allumés. Je me couche vers 22 h, en pensant que la nuit allait être calme. Mais vers 2h30 du matin, je me réveille à cause de petits tapotements sur mon camion, comme si quelqu'un essayait de me réveiller. J'essaie de les ignorer et de me rendormir, mais les bruits deviennent de plus en plus forts, jusqu'à ce que ça ressemble carrément à quelqu'un qui frappe violemment sur la porte et la cabine. Je me lève, j'ouvre les rideaux du côté d'où venait le bruit, rien. J'ouvre ceux de l'autre côté, toujours rien. Aucun camion garé de part et d'autre du mien. Alors j'enfile mes chaussures, je prends ma machette et ma lampe torche, et je sors pour voir ce qui se passe. Rien. Pas une trace de pas, ni humaine ni animale. Absolument aucune preuve que quelqu'un ou quelque chose ait été là. Je remonte dans mon camion et j'allume mes feux latéraux pour avoir un peu de lumière. Je ferme les portes, je les verrouille, puis je passe mes ceintures de sécurité dans les poignées des portes pour les attacher, histoire d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Je me recouche, et me réveille vers 6h30, alors que le soleil commence à se lever.
Je vais à l'intérieur prendre un café et un petit déjeuner avant de reprendre la route. D'autres chauffeurs étaient là, et certains ont vécu exactement la même chose que moi cette nuit-là. Personne ne savait expliquer ce que c'était. J'ai terminé mon petit-déj, et je me suis cassé vite fait de cet endroit. Quand j'étais enceinte de 5 mois de mon fils, j'avais reçu un chèque et je voulais l'utiliser pour ouvrir un compte bancaire. Après l'avoir encaissé, on avait prévu d'aller manger au Denny's juste à côté. Pour une raison inconnue, la banque n'a pas pu vérifier le chèque, alors on est allé dans une autre agence où tout s'est bien passé. Comme on manquait de temps, on a décidé de manger ailleurs. Ce qu'on ignorait, c'est qu'au même moment, dans ce Denny's où on comptait aller, un homme armé a fait irruption et a tiré sur plusieurs personnes, tuant notamment une femme enceinte de 5 mois. Il s'est avéré plus tard que cet homme possédait une quantité importante de pornographie infantile et qu'il avait soudainement craqué. On a appris la nouvelle le lendemain. Et encore aujourd'hui, je suis profondément reconnaissante que quelque chose nous ait empêchés d'y aller ce jour-là. Mais je ressens une immense tristesse pour toutes les victimes. C'était il y a environ 18 ans. J'ai perdu mon petit frère il y a 6 ans, il s'est suicidé. Mais il y a 2 choses étranges qui entourent sa mort. Le jour où il a mis fin à ses jours, ma mère m'a appelé pour me dire qu'il était porté disparu et que si jamais il me contactait, je devais lui dire de joindre ma sœur, mon demi-frère ou elle-même, et qu'ils iraient le chercher. J'étais en colère, je vis dans le Michigan, lui en Floride, et apparemment, il s'était enfui de chez mon père, on est demi-frères du côté de mon père. Un ami m'a emmené faire une promenade pour me changer les idées et je lui ai dit, avec ma chance, je vais recevoir un appel de mon père ce soir m'annonçant que mon petit frère s'est suicidé. J'étais en froid avec mon père, et quelques semaines plus tôt, j'avais coupé tout contact avec lui. Et oui, j'ai reçu cet appel plus tard dans la nuit. Je reviens tout juste d'un séjour en Floride, où j'ai rendu visite à ma mère. J'ai ramené avec moi d'anciens journaux intimes et je les ai relus. Je suis tombé sur une entrée datée du 2 mai 2006. J'avais 18 ans, à 3 semaines de la fin de mes études secondaires. J'étais en colère parce que mon père avait dit qu'il n'assisterait pas à ma remise de diplôme. J'ai écrit à ce sujet, et aussi que, une fois installé dans le Michigan, je ne retournerais dans le sud que pour voir ma sœur si elle y vivait encore, car ma mère n'allait pas rester dans le sud de la Floride, ce qu'elle n'a pas fait, elle a déménagé dans le Panhandle, et ma sœur l'a suivie. Et j'ai écrit que, même si j'aimais profondément mon petit frère et qu'il me manquerait, peut-être qu'il n'était pas destiné à rester longtemps dans ma vie, autrement, les choses se seraient passées différemment. J'ai écrit ça 8 ans avant qu'il ne se donne la mort, et j'ai fait cette remarque quelques heures avant qu'il ne le fasse. Il m'est arrivé beaucoup de choses étranges dans la vie, je dis souvent que j'attire le bizarre, mais ces 2 événements-là m'ont vraiment chamboulé. Il y a plusieurs années, je suis allé au cinéma avec ma mère. À l'époque, c'était plus simple, pas de réservation en ligne, pas de téléphone qui vole notre attention toutes les 2 minutes. On avait aimé le premier film qu'on venait de voir, alors on a décidé d'enchaîner avec un deuxième. C'était ce genre de journée détendue, presque hors du temps. Avant que le deuxième film commence, ma mère a voulu prévenir mon père qu'on rentrerait plus tard que prévu. Elle l'a appelé depuis son portable, et pendant qu'elle était en ligne avec lui, mon téléphone a sonné. Je l'ai sorti machinalement de ma poche, et là, mon estomac s'est un peu noué. Sur l'écran s'affichait « Maman ». Mais elle était juste à côté de moi. Littéralement en train de parler à mon père. Pas un tour, pas une blague, je lui ai montré l'appel entrant, et elle m'a montré son propre écran, toujours connecté à notre téléphone fixe à la maison. On venait de voir un film d'horreur, ce qui n'aidait pas. Mon cœur battait un peu trop vite, et franchement, j'ai eu la frousse. Je n'ai pas décroché. Trop de scénarios bizarres dans ma tête, et si j'entendais ma propre voix? Et si quelqu'un murmurait mon nom? Et si c'était autre chose? Aujourd'hui encore, je me demande ce que j'aurais entendu si j'avais répondu. Avec le recul,
je me dis que c'était probablement un appel masqué ou un vieux système de spoofing, un bot qui falsifie le numéro affiché. Mais est-ce que ce genre de technologie était déjà courant il y a plus de 10 ans? Je ne sais pas. Quelques semaines avant le décès de mon grand-père, en avril, j'avais recommencé à porter 2 bagues que j'avais héritées d'un membre de la famille, suspendues à une chaîne autour de mon cou. Je les ai depuis des années, et je les mets chaque fois que je ressens le besoin d'un peu de chance ou de soutien. Ça me donne l'impression que quelqu'un veille sur moi, même si, honnêtement, je ne crois pas vraiment à l'au-delà ou au surnaturel. Je savais qu'il était malade, alors j'avais remis les bagues récemment. Cette fois, j'ai dû les porter en pendentif, car mon uniforme de travail ne permettait pas de les avoir au doigt comme d'habitude. Le fermoir de la chaîne est assez rigide à ouvrir, donc je l'enfilais simplement par la tête, la chaîne est suffisamment longue pour ça, et les bagues sont restées là, sur la chaîne, pendant plusieurs semaines, sans que j'aie à l'ouvrir une seule fois. Un jour, j'étais au travail, à environ 60 cm d'une collègue. Les bagues étaient bien rangées sous mon haut, au niveau du cœur, mon uniforme zippé par-dessus, un tablier en plastique et mes gants. J'étais en plein dans mes tâches, donc mes mains n'étaient nulle part près de mon collier, et je ne pensais même pas à lui. Il n'y avait aucun moyen que j'aie pu y toucher ou qu'il se soit accroché à quoi que ce soit. Et là, j'ai senti quelque chose de froid me frôler le ventre, et la seconde d'après, une des bagues est tombée au sol. J'étais complètement perdu. J'ai cru que la chaîne s'était cassée, même si elle est plutôt solide, et j'ai eu peur de perdre l'autre bague. J'ai retiré mon tablier et mes gants, et j'ai sorti la chaîne de sous mon uniforme. Elle était intacte, fermée solidement. Et l'autre bague était toujours dessus. Donc, d'une manière ou d'une autre, une bague s'était détachée proprement de la chaîne, sans que l'autre ne tombe, et sans que la chaîne ne se soit ouverte. Ma collègue me regardait avec des yeux ronds, genre, c'était quoi ça? Comme je l'ai dit, je ne suis pas vraiment croyante ou superstitieuse, alors j'ai plaisanté, j'espère que c'était pas un signe ou quelqu'un qui essayait de me dire quelque chose, et j'ai rigolé. 5 minutes plus tard, j'ai reçu un appel m'annonçant que l'état de mon grand-père s'était aggravé et que je devais rentrer chez moi. J'ai quitté le travail ce jour-là pour m'occuper de lui. 2 semaines plus tard, il est décédé. Je sais qu'il doit y avoir une explication logique à ce qu'il s'est passé, mais une partie de moi n'a pas envie de la connaître. Ce mystère me donne l'impression que, peut-être, quelqu'un veillait réellement sur moi. Depuis, je porte les bagues à mes doigts. Je n'arrive pas à me défaire de l'idée qu'il y avait peut-être quelque chose de plus dans ce petit événement que ce que la logique veut bien accepter. Et tant pis pour le règlement de l'uniforme. Si quelqu'un me fait une remarque, je lui dirai qu'un fantôme m'a dit de les porter. Récemment, j'étais assis sur le canapé en train de regarder quelque chose quand j'ai entendu un grand fracas venant de la buanderie. Mon chat a aussi sursauté et a regardé en direction de la porte. Ça ressemblait au bruit d'un balai qui tombe, ou peut-être d'une des caisses en plastique. Ça m'a foutu la trouille, surtout que je n'aime déjà pas trop cette pièce à la base. En plus, il était très tard dans la nuit, et je vis seul. Sans parler de cette fichue porte avec une corde pour accéder au grenier, qui est vraiment flippant. J'ai décidé que je n'allais pas faire comme tous les idiots dans les films d'horreur et aller voir ce que c'était. Je suis littéralement resté assis sur mon canapé pendant des heures. Le lendemain, je me suis dit que j'avais assez de courage pour jeter un coup d'œil, et rien. Absolument rien n'avait bougé. Les 2 balais étaient toujours appuyés contre le mur. Toutes les caisses en plastique étaient bien en place. Je n'ai aucune idée de ce que c'était ce bruit, et franchement, j'ai pas vraiment envie de le savoir. Été 2003, dans le nord des montagnes Adirondack près de Saranac Lake. Vers 19 h, mes amis et moi avons été témoins d'un objet très étrange dans le ciel. L'objet était de couleur noire mat et avait une forme triangulaire. Il mesurait environ 25 à 30 mètres de large, et volait très lentement au-dessus d'un lac, à environ 10 mètres au-dessus de la cime des arbres. L'objet ne faisait absolument aucun bruit. Il n'avait ni marque visible, ni lumière.
Il s'est déplacé lentement d'un sommet de montagne à un autre, en passant au-dessus du lac, une distance d'environ 5 km. Une fois qu'il a atteint l'autre sommet, il a disparu de notre champ de vision. L'événement a duré environ 15 à 20 minutes. Nous avons tous ressenti une sensation de terreur sourde, comme paralysés, incapables de faire autre chose que de rester figés à observer cet engin. J'avais envie de courir jusqu'au camion et de fuir, mais mon corps et mon esprit étaient complètement gelés par la peur. Le temps semblait ralenti, un peu comme lors d'un accident, d'une bagarre ou d'un choc brutal, cette sensation de ralenti que provoque l'adrénaline. Nous avons reparlé de cette expérience plusieurs fois entre nous, et tous nous nous souvenons des mêmes détails exacts concernant l'objet. Nous avons même comparé nos croquis, identiques, et tous avons vécu ce même effet de paralysie. Nous n'étions pas sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Nous avions tous environ 20 ans à l'époque, 7 hommes, 3 femmes et 2 chiens. D'après ce que j'ai pu constater, les chiens n'ont rien remarqué ou n'ont pas été affectés. Je crois sincèrement que nous avons vu un engin extraterrestre, ou peut-être même un objet extradimensionnel doté de propriétés altérant l'esprit. Un soir, quand j'étais à l'école primaire, je me suis réveillé au milieu de la nuit avec un sentiment de paranoïa intense. Quelque chose me mettait profondément mal à l'aise, sans que je sache pourquoi. En regardant vers la porte de ma chambre, j'ai vu la silhouette de ma mère qui se tenait là. Une simple ombre noire, immobile dans l'encadrement. Je l'ai appelée « Maman ?» Pas de réponse. Elle s'est mise à avancer vers moi, lentement. Je continuais à l'appeler, encore et encore, mais elle ne répondait pas. Elle est arrivée jusqu'à mon lit, s'est penchée au-dessus de moi, et pourtant, je ne voyais toujours rien d'autre que cette silhouette noire. Aucun détail de visage, aucun vêtement, rien. Juste une forme sombre, humaine, mais sans identité. Paniqué, j'ai tiré les couvertures au-dessus de ma tête et je suis resté là, immobile, pétrifié de peur. J'ai attendu plusieurs minutes, le cœur battant à tout rompre, trop terrifié pour bouger. Quand j'ai enfin trouvé le courage de sortir la tête, elle n'était plus là. J'étais seul. Je suis certain d'avoir été complètement éveillé. Ce n'était pas un rêve, ni un demi-sommeil. Je ressens encore aujourd'hui cette peur viscérale, aussi réelle que cette nuit-là. Je n'ai jamais compris ce que j'ai vu. Quand ma grand-mère est décédée, mon frère vivait dans un autre état, donc ce sont mes parents et moi qui avons vidé la maison. Puis j'ai emménagé dedans. On a trouvé une valise que mon père pensait contenir les dernières affaires de mon grand-père. Mon grand-père était mort quelques années avant ma naissance, donc avant celle de mon frère aussi. Mais j'ai toujours ressenti un lien très fort avec lui, alors j'étais vraiment curieuse de voir ce qu'il y avait dans cette valise. Quelle taille faisait-il ? Quelle odeur avaient ses vêtements ? Malheureusement, la valise était fermée à clé. Mon père a dit qu'il chercherait la clé, mais en réalité, on a fini par la fourrer sous le lit et l'oublier. Quelques années passent, et je retombe sur la valise. Mon père n'a jamais trouvé la clé, mais mon frère s'était mis à apprendre un peu la serrurerie. Je lui envoie un message pour lui demander s'il aurait envie d'essayer de l'ouvrir. J'étais toujours aussi curieuse. J'avais déjà essayé moi-même à plusieurs reprises, de différentes manières. Rien à faire, elle ne s'ouvrait pas. Je l'ai apportée chez mes parents, pour que mon frère puisse tenter sa chance lors de sa prochaine visite. Mon père et moi étions dehors en train de discuter, quand il se fige, totalement bouche bée. Mon frère était là, debout dans l'allée, portant les vêtements de mon grand-père. Il lui allait parfaitement, à part l'ourlet un peu trop long d'1 centimètre. Oh waouh! Comment t'as réussi à ouvrir la valise? Je lui demande. Elle n'était pas fermée, me répond-il. Elle s'est ouverte toute seule. Ce pull n'est pas génial? Que dire? Ses vêtements lui étaient tout simplement destinés. Un jour, j'étais dans les transports en commun et j'ai aperçu quelqu'un qui faisait à peu près ma taille et avait une carrure similaire.
Je n'y ai pas vraiment prêté attention, en tant que fille plutôt grande avec une silhouette un peu plus costaud, ce n'est pas si rare. La seule place libre était directement en face d'elle, alors je me suis assise et j'ai mis mes écouteurs. J'ai l'habitude d'observer les gens pendant mes trajets vers l'école, donc j'ai commencé à faire comme d'habitude. Et puis, en y regardant de plus près, même cheveux que moi, même couleur, même coupe, même texture. Étrange. Sa tête était baissée, donc je ne voyais pas encore son visage. Puis, quand la sonnette du prochain arrêt retentit, elle relève la tête. Et là, oh mon Dieu! C'était mon visage. Elle me regarde et cligne des yeux 2 fois. Même regard. Même couleur d'yeux, ce brun si foncé qu'il en paraît noir, une teinte très particulière chez moi. C'était comme si je me regardais dans un miroir. Elle se lève sans un mot et descend du bus. Je me retourne pour la suivre du regard, persuadé que mes yeux me jouent un tour. Mais non. Elle n'est plus là. Disparue. Comme si elle était descendue et avait été engloutie par un trou noir. J'ai été complètement troublé pendant toute la semaine. Je ne saurais toujours pas dire ce que j'ai vu ce jour-là. Mais je sais que ce n'était pas juste une coïncidence. Un matin, j'étais allongé dans mon lit quand j'ai ressenti une présence malveillante, une sorte de mal pur, au pied de mon lit. C'est impossible à expliquer, mais cette sensation m'a paralysé de peur, comme un cerf figé dans la lumière des phares. Mon cœur s'est serré et j'ai eu un besoin urgent de fuir. Il était tôt et mon défunt mari jouait à World of Warcraft sur l'ordinateur, dans le salon. Au bout de quelques minutes, j'ai trouvé la force de bondir hors du lit et de fuir ma chambre à toute vitesse. Je me suis précipité vers mon mari, je l'ai agrippé en sanglotant, incapable de trouver les mots pour décrire ce que je venais de ressentir. Même pas 30 secondes plus tard, l'alarme incendie s'est déclenchée, et une odeur de soufre et de brûlé, comme un début d'incendie électrique, a envahi la pièce, précisément à l'endroit où j'avais senti cette présence. Puis, 1 minute plus tard, l'odeur a disparu. Il n'y avait pas de feu, rien d'anormal, tout semblait en ordre. Et cette chose, elle n'était plus là. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi intense, ni avant ni depuis. Et comme mon mari était là et a vécu une partie de cette expérience, je sais que je n'ai pas tout imaginé. Je n'ai jamais trouvé d'explication. J'avais 9 ans et j'ai fait un rêve dans lequel je rentrais chez moi après être allé chez un ami. En ouvrant la porte, du coin de l'œil, je vois un rat gris longer le côté de la maison. Je m'arrête un instant pour le regarder. Puis je baisse les yeux, et là, juste à côté de ma jambe, il y a un serpent à sonnette. Évidemment, je panique et je recule, mais le serpent me mord à la jambe. Je hurle, je me roule par terre, et ma jambe me brûle, même dans le rêve, la douleur était réelle. Mon père sort en courant, me voit au sol, je lui dis que j'ai été mordu par un serpent à sonnette. Il me prend et m'emmène à l'hôpital. À partir de là, le temps devient flou. Je ne me souviens pas du trajet ni de l'arrivée à l'hôpital, mais je finis dans un lit, et je me rappelle très clairement avoir reçu 2 doses d'antivenin. Mais c'est trop tard. Je meurs. Et je vois ma mère, en pleurs, qui me tient la main. J'observe la scène pendant quelques minutes, puis je me réveille. Cauchemar bien tordu, non? Mais bon, rien d'alarmant. Je continue ma journée, je vais jouer avec mes copains, comme d'habitude. En rentrant chez moi le soir, je repense à mon rêve un peu par hasard. Je m'arrête un peu avant la porte et je regarde autour de moi, exactement là où le serpent était dans le rêve. Et là, ce foutu serpent était exactement au même endroit. Il me fixait. Il n'a même pas fait de bruit avec sa queue, rien. Et puis, comme dans le rêve, un putain de rat déboule et court le long de la maison. J'ai changé de trajectoire directe et je suis passé par la porte d'entrée. J'ai raconté à mon père ce que j'avais vu, il est sorti avec une pelle et il a tué le serpent. Je n'ai plus jamais refait de rêve aussi vif et aussi prémonitoire depuis. Mais ce souvenir me fout encore la chair de poule.
Au début de ma vingtaine, ma vie était plutôt mouvementée. J'avais quitté l'école, commencé une nouvelle carrière, j'étais fiancé à mon amour de lycée, et mon anxiété montait en flèche. C'était au milieu des années 80, et je portais une montre. Une Timex dorée, à aiguille, que mon père m'avait offerte. Je la posais toujours sur ma table de nuit avant de me coucher. À force de stress lié au délai et à la pression, j'en étais arrivé à vérifier ma montre constamment, de peur de prendre du retard sur quoi que ce soit. Un matin, je me réveille, jetant la main vers ma table de nuit, plus de montre. Je regarde autour, je descends du lit et me penche pour regarder en dessous. Rien. Je me lève, fouille autour du meuble. Rien. Je prends ma douche, je m'habille, je vérifie les poches de mes vêtements de la veille. Rien. Je fais le tour de la maison. Rien non plus. Je demande à ma fiancée si elle a vu ma montre, elle ne l'a pas vue, et je sais qu'elle me disait la vérité. Le plus étrange, c'est que ce matin-là, c'était aussi le premier matin où je me suis senti léger. Comme si toute mon anxiété avait disparu. Je me sentais bien, vraiment bien. Mieux que je ne l'avais jamais été. Et je n'ai jamais retrouvé cette montre. Jamais. Il y a environ 9 ans, je fouillais notre vieux classeur à la recherche d'un document important dont j'avais absolument besoin. J'avais retourné tout le tiroir, puis l'étalé des piles de papier sur le lit, méthodiquement, pièce par pièce. J'ai passé plus d'1 heure à chercher, sans relâche. Rien. Le document semblait s'être volatilisé. À un moment, alors que je commençais à me sentir frustré, j'ai entendu un clic net, venu de l'autre côté de la pièce. C'était le téléviseur, un vieux modèle, complètement éteint depuis des heures. Pourtant, le bruit était clair, comme un déclic mécanique, presque intentionnel. J'ai arrêté de bouger. Je me suis tourné vers le téléviseur, un frisson me parcourant la nuque. Il n'y avait rien. L'écran était noir, l'appareil silencieux. Pas de lumière, pas de mouvement. Je suis resté là quelques secondes, le cœur un peu accéléré, puis j'ai haussé les épaules. Un simple bruit de vieille machine, sûrement. Mais lorsque je me suis retourné vers le lit, mon regard est tombé immédiatement sur le document que je cherchais depuis tout ce temps, posé parfaitement au-dessus de la pile centrale, bien droit, comme s'il venait d'être déposé là par une main invisible. Je suis resté figé un instant. Je savais que ce papier n'était pas là quelques secondes plus tôt. J'avais fouillé précisément à cet endroit au moins 3 fois. Il n'y était pas. Alors, sans trop réfléchir, j'ai levé les yeux vers le plafond et j'ai simplement dit « Merci ». Puis j'ai rangé les papiers inutiles, sans chercher à comprendre davantage. Je n'ai jamais pu expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Peut-être un oubli de ma part. Peut-être pas. Mais une partie de moi reste convaincue que j'ai été aidé, par quoi ou par qui, je n'en ai aucune idée. Quand j'étais au lycée, j'ai participé à une production de Little Shop of Horror. On avait un budget minuscule, alors on dépendait pas mal des magasins locaux et des friperies du coin pour nous fournir des dons ou des objets en trop pour les costumes, les accessoires, etc. Pour cette pièce, évidemment, il nous fallait une tonne de plantes. On a donc récupéré des fleurs fanées chez les fleuristes locaux, et des plantes artificielles dans notre réserve de décor. Même la fac du coin nous a proposé de jouer sur l'une de leurs scènes, avec un meilleur éclairage et de vrais sièges, en guise de service. C'était vraiment super. Pendant une semaine, on a joué la pièce, et tout s'est bien passé. Mais la dernière nuit, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais réussi à expliquer. Et que je n'oublierai jamais. J'avais un rôle assez important dans la pièce, donc la plupart du temps, quand je n'étais pas sur scène, je restais en coulisses pour souffler un peu avant mon prochain passage. Cette dernière soirée-là, j'ai décidé de regarder mes camarades jouer depuis l'arrière du décor, histoire de garder un souvenir. C'était ma dernière pièce avant le bac. Je jetais un œil à travers une fenêtre du décor, dans la boutique de fleurs, et c'est là que j'ai remarqué un mouvement lent, régulier, sur la scène, à l'écart des acteurs. En regardant mieux,
j'ai vu qu'une fleur dans un pot en terre cuite était en train de bouger. Ses pétales s'ouvraient et se refermaient doucement, dans un rythme lent et fluide. J'ai cru halluciner. J'ai même frotté mes yeux, comme dans les dessins animés. Mais non. Cette fleur bougeait. Vraiment. Je l'ai regardée pendant une bonne minute, peut-être plus. J'essayais de comprendre ce que j'étais en train de voir. Je savais que ce n'était pas une fleur artificielle, ni un accessoire mécanique. J'avais aidé à installer le décor à chaque représentation. C'était une vraie fleur, vivante, dans un pot, posée sur scène, en train de bouger. Le seul truc qui me venait à l'esprit, c'est que la chaleur des projecteurs la faisait réagir, mais comment? Je mourais d'envie d'aller voir de plus près, mais la scène était en cours et je ne pouvais pas tout interrompre. Le lendemain, on avait tellement de monde, entre les étudiants en théâtre de la fac et notre propre équipe, que le décor a été démonté avant que je puisse retrouver cette fleur précise. J'en ai parlé à une seule personne, qui m'a tout de suite dit que j'avais sûrement rêvé. Je comprends. Moi aussi, au début, j'ai cru que c'était une illusion. Mais j'ai regardé longtemps, avec attention, pour être sûr que ce n'était pas dans ma tête. Et je suis sûr que je n'ai pas imaginé ça. Ce n'est pas effrayant, ni même vraiment spectaculaire, mais je ne peux absolument pas expliquer ce que j'ai vu. Et si quelqu'un a une idée, je suis preneur. En grandissant, j'avais une connaissance qu'on va appeler monsieur. On allait à la même église, à la même école, mais j'étais plus âgé de 2 ans, et quand on a 5 ans, c'est un monde d'écart. Je savais que M existait, comme on sait que le soleil est là. Il chauffe, il brille, mais on ne le regarde pas vraiment. Du coup, j'ai traversé toute l'école sans vraiment penser à M comme quelqu'un d'important dans ma vie. Et puis un jour, j'avais 28 ans. J'avais fait mes études, j'avais aimé, j'avais travaillé, comme tout le monde, jusqu'à ce que je fasse un rêve. J'étais assis dans un vieux bus, à côté d'une personne. Plus âgée que dans mes souvenirs, les cheveux sombres marqués de gris, plus courts qu'avant. Ça devait bien faire 20 ans que je ne l'avais pas vue, mais je savais que c'était la mère de monsieur. Elle portait un pantalon foncé et un pull rouge foncé avec un bouton accroché à l'épaule. Le bus était ancien, il avait une drôle d'odeur, les sièges en vinyle grinçaient à chaque KO, et il s'est arrêté en crissant sur le bord de la route. Dans mon rêve, je me suis levé, mais quelqu'un de l'autre côté de la mer de M s'est levé aussi, c'était monsieur. J'ai pris sa main, et on est descendu du bus ensemble. En me retournant, j'ai vu sa mère faire un petit signe de la main pendant que les portes se refermaient et que le bus repartait dans un grondement sourd. Je me suis réveillé d'un coup. Il était à peu près 6h30. Impossible de me rendormir, le rêve était trop clair. Après une douche et un café, j'ai pris mon téléphone et regardé mes réseaux. Quelqu'un que je connaissais de loin avait posté que la mère de M était décédée ce matin-là, après une opération censée être sans risque, mais qui avait mal tourné et duré toute la nuit. C'était peut-être une coïncidence. Ou un tour bizarre de mon cerveau. Peut-être que quelque chose m'avait échappé dans les jours précédents. Je n'en sais rien. Mais ce matin-là, ça m'a vraiment retourné. Je n'ai même pas réussi à écrire un message de condoléances comme les autres. J'avais juste envie de faire comme si de rien n'était. Et 2 jours plus tard, j'étais à la station, en train de faire le plein à la pompe numéro 7. Et je l'ai vu. M, à la pompe numéro 3. Revenu pour gérer les affaires liées à sa mère. Il portait un jean noir, un pull rouge profond, avec un bouton couleur ivoire sur l'épaule. La suite est difficile à expliquer. Les salutations un peu gênées, les cafés qui ont duré des heures. M qui est resté vivre ici, dans la maison de sa mère. La première fois que j'ai pris sa main, c'était exactement comme dans le rêve. On s'est mariés 2 ans plus tard. Je ne lui ai jamais parlé de ce rêve. Je ne voulais pas avoir l'air fou. Et avec le temps, j'avais presque oublié, jusqu'à ce qu'on prenne un chat. Le chat avait cette habitude étrange, chaque soir, il fixait un coin de la pièce, pendant des heures. Peut-être qu'il voit un fantôme, j'ai dit sans trop y penser.
Et ça nous a amené à parler longuement des esprits, des présences, de l'au-delà. Et j'ai pensé à sa mère. Puis elle m'a dit, « Tu veux que je te raconte un truc étrange ? La nuit où ma mère est morte, j'ai rêvé que tu me tenais la main. Tu n'es pas obligé de croire que tout ça est vrai. Moi, j'y crois pour deux. Parce que ça m'est arrivé. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer dans cette vie. Mais je sais que cette nuit-là, quand j'ai rêvé de celle qui allait devenir ma belle-mère dans un bus, quelque chose a changé, et ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Et je suis tellement reconnaissant que ça soit arrivé. » Je travaillais comme technicien du sommeil dans plusieurs cliniques spécialisées. Quand j'ai commencé ce boulot, certains collègues m'ont mis en garde à propos d'une clinique hantée. Je croyais qu'ils plaisantaient. Ce n'était pas le cas. Ils m'ont raconté des trucs étranges qui se passaient là-bas. Certains refusaient carrément d'y retourner. J'étais déjà affecté à 2 autres cliniques et j'espérais ne jamais avoir à aller dans celle-là. Mais au bout d'1 an, le technicien qui y travaillait a démissionné, et on m'a demandé de le remplacer. À partir de cette nuit-là, j'ai ressenti un poids dans l'estomac dès que j'ai vu l'endroit. C'était un vieux manoir victorien divisé en plusieurs cabinets médicaux. J'ai fait quelques recherches plus tard, la bâtisse avait environ 130 ans. Elle appartenait autrefois à un politicien local, puis elle avait été transformée en appartement, et enfin en cabinet. Je me suis dit que ce n'était qu'une vieille maison, rien de plus. Je suis entré dans le hall sombre, j'ai allumé les lumières, et j'ai monté les escaliers grinçants jusqu'à la clinique du sommeil, au 2e étage. J'ai fait le tour pour m'y familiariser. Tout allait bien jusqu'à ce que j'arrive dans ce qui avait été une cuisine, maintenant utilisée comme pièce de rangement et de préparation. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Juste à côté, il y avait la dernière pièce, une des chambres utilisées pour les patients. Je détestais cette pièce. Vraiment. Dès que j'y mettais un pied, je ressentais une sensation atroce. Je ne croyais pas aux endroits hantés, mais là, j'ai commencé à douter. Cette pièce était toujours plus froide que le reste de la clinique. Je me disais, c'est juste une mauvaise isolation. Les portes s'ouvraient toutes seules. C'est la gravité, elles sont mal alignées. J'entendais les planchers craquer alors que je savais que j'étais seul, à part les patients endormis. Vieille maison qui travaille, me répétais-je. Je pensais voir des ombres ou des lumières du coin de l'œil. Imagination. Mais cette pièce-là, elle avait quelque chose. Les insectes s'y installaient sans cesse, jamais dans les autres chambres. La télé tombait en panne. Les ampoules grillaient. Les appareils du sommeil buguaient. Et à chaque fois que je mettais un patient dans cette chambre, il se plaignait, trop froid, atmosphère dérangeante, impression d'être observé. Aucun autre patient ne se plaignait dans l'autre chambre. J'ai bossé là de nuit pendant 2 ans. Jusqu'au jour où, à la fin de mon service, j'ai réveillé un patient qui avait dormi dans cette pièce. Son étude montrait qu'il avait mal dormi, alors je lui ai demandé comment il se sentait. Il m'a dit qu'il avait fait le même cauchemar toute la nuit, il rêvait qu'il y avait des cadavres dans les murs. Il avait l'air sincèrement effrayé. Là, j'ai craqué. Une fois les patients partis, j'ai dû retourner dans cette pièce pour nettoyer. Je tremblais. Je savais que j'étais seul dans tout le bâtiment. Dès que j'ai eu fini, j'ai littéralement couru jusqu'à ma voiture. J'avais décidé de démissionner. Mais je n'en ai même pas eu besoin. Le médecin a décidé de fermer cette clinique. Il ne me restait que 2 ou 3 nuits à faire. Heureusement, je n'avais qu'un seul patient à ces dates-là, donc je l'ai mis dans la bonne chambre. Et j'ai laissé l'autre vide. J'étais en vacances avec ma famille élargie dans une zone très touristique. Un soir, les adultes sont sortis au casino et ont laissé ma cousine aînée, elle avait 16 ou 17 ans, nous garder. En partant, les parents ont lancé à la blague. Si on gagne gros, on enverra une limousine vous chercher. Quelques heures plus tard, le téléphone de l'appartement sonne.
c'est un homme qui dit être chauffeur de limousine, venu chercher la famille Olvé, notre nom de famille. Ma cousine, surprise mais surexcitée, appelle immédiatement sa mère sur son portable pour vérifier. Sa mère, confuse, lui répond qu'ils n'ont absolument pas envoyé de limousine. Finalement, on découvre qu'une autre famille portant le même nom de famille que nous logeait dans le même immeuble, et que, en revanche, avait bien commandé une limousine ce soir-là. Le chauffeur s'était simplement trompé d'appartement en composant le numéro. Franchement, quelles sont les chances? J'avais environ 8 ou 9 ans, et c'était la première fois que mes parents me laissaient seul à la maison. Ils étaient sortis, je crois pour un dîner ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus très bien. Il devait être autour de 22h ou 22h30, car il faisait très sombre dehors. J'ai commencé à entendre des bruits bizarres venant du rez-de-chaussée. Des grattements et des sortes de chuchotements. Ma chambre était à l'étage, et j'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir. Les grattements devenaient plus forts, les chuchotements aussi. Pour une raison que je ne m'explique pas, presque toutes les lumières de la maison étaient éteintes. Quand je suis sorti de ma chambre, le couloir était plongé dans le noir complet, à part la lumière venant de ma chambre. Je suis allé vers l'interrupteur et j'ai allumé la lumière. Dès qu'elle s'est allumée, les bruits ont cessé net. Plus un son. J'ai regardé en bas des escaliers, et j'ai vu une main, puis un bras, passer doucement autour du coin qui menait au salon. La main m'a fait un signe, un geste pour que je vienne. Ce qui m'a glacé le sang, c'est que cette main n'avait rien d'humain. Elle était totalement disproportionnée, les doigts beaucoup trop longs, les ongles énormes. Il y avait quelque chose de profondément anormal. C'était juste faux. J'étais terrifié. J'ai couru dans ma chambre, je suis entré dans le placard, et j'y suis resté, caché, pendant une bonne demi-heure jusqu'à ce que mes parents rentrent. Quand ils sont arrivés, ils m'ont appelé pour descendre. J'étais encore sous le choc. Et c'est là que j'ai vu, sur les murs et le plafond juste en dessous de ma chambre, plein de petites marques de griffures. J'ai demandé à mes parents s'ils étaient déjà revenus plus tôt dans la soirée, et bien sûr, ils ont dit que non. J'ai essayé de leur raconter ce qui s'était passé, mais je ne pense pas qu'ils m'aient vraiment cru. Encore aujourd'hui, je ressens un malaise profond dès que je m'approche d'un escalier. C'est une peur étrange, je sais, mais elle vient clairement de cette nuit-là. C'est, sans aucun doute, l'expérience la plus incompréhensible et dérangeante que j'ai jamais vécue. Moins folle que certaines histoires qu'on peut lire ici, mais quand même étrange. Une nuit, j'étais à la station-service pour faire le plein de ma voiture. Il faisait sombre, et juste en face, de l'autre côté de la route, il y avait un hôpital. Pendant que je remplissais mon réservoir, un homme a soudain surgi de l'obscurité. Il n'avait pas de chemise, mais portait un pantalon de costume impeccable et des chaussures en cuir parfaitement cirées. Il a traversé la route en courant, a pénétré dans la station-service d'un pas pressé, presque paniqué, puis a disparu à l'intérieur pendant environ 5 minutes. Je l'ai vu ressortir tout aussi soudainement, et il s'est remis à courir, disparaissant à nouveau dans le noir, vers l'hôpital. Intrigué, je suis allé à l'intérieur pour payer mon plein, qui s'élevait à $50. Mais le caissier, l'air aussi confus que moi, m'a annoncé que l'homme étrange en pantalon de costume avait déjà payé ma note. Il ne m'a rien dit, n'a laissé aucun message, rien. Il est juste venu, a payé, et est reparti aussi mystérieusement qu'il était arrivé. Je suis resté là, figé, avec 1000 questions dans la tête. Était-il un patient évadé? Un médecin en crise? Un fantôme d'un genre nouveau? Personne ne semblait le connaître. Le plus étrange, c'est que personne d'autre ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. Vers l'âge de 10 ans, ma mère, ma sœur et moi avons emménagé dans un appartement. 2 chambres, 2 salles de bain. Mais dès le début, je ne supportais pas d'utiliser la salle de bain dans la chambre que je partageais avec ma sœur.
Il y avait quelque chose qui clochait, une sensation étrange, comme si la pièce respirait, comme si on m'observait. Du coup, j'utilisais celle de ma mère. Au bout d'un moment, ma sœur a carrément refusé de dormir dans notre chambre. Elle a déplacé son matelas dans le salon et ne l'a plus jamais ramené. Pendant l'année qu'on a passée là, je suis souvent tombé malade. La nuit, je me réveillais parfois en entendant des pas s'approcher de mon lit, depuis la salle de bain. Et à chaque fois que je me redressais pour regarder, le bruit s'arrêtait net. Je suppliais ma sœur et ses amis de bien refermer la porte de la salle de bain après être passés, mais ils oubliaient souvent. Et je me réveillais, en pleine nuit, face à cette ouverture noire, béante, et cette sensation que l'air lui-même me regardait. À un moment, le copain de ma sœur, qui passait souvent la nuit chez nous, lui a dit qu'il voyait parfois des ombres au-dessus de mon lit, la nuit. Ma grand-mère, très croyante, est venue nous rendre visite une fois. Elle a mis un pied dans ma chambre, et elle s'est mise à parler en langue. Je sais, tout ça a l'air superstitieux, bizarre, peut-être même ridicule, mais cet endroit m'a marqué jusqu'à ce qu'on déménage. Je n'ai jamais su expliquer ce qui se passait là-dedans, mais je n'étais pas seul à le sentir. Je bosse comme aide-serveur dans un petit resto de campagne, tenu par une famille. Le bâtiment a été construit en 1887 comme maison familiale, mais il a été abandonné dès 1900. Mon patron l'a racheté vers l'an 2000, l'a entièrement rénové, et maintenant c'est un restaurant. Et, on a un petit problème de fantômes. Rien de méchant, hein. Juste des apparitions de temps en temps, des gens qui ne devraient pas être là. Il y a une femme dans un fauteuil à bascule dans un coin, sauf qu'elle n'est pas vraiment là. Et un petit garçon qui fixe le four avant de disparaître. J'en ai vu un moi aussi. Une femme âgée, habillée tout en noir, qui s'assoit à une table, seule. Elle a l'air si triste. Je ne la vois que du coin de l'œil, en passant devant cette pièce. Je me dis, tiens, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un dans cette salle. Et quand je reviens vérifier, il n'y a personne. Mais le truc le plus bizarre, c'est ça, un jour, il y a environ un an, il devait être 15 heures. Je balayais le sol quand j'entends un énorme fracas au fond du couloir. Tout le monde l'a entendu. On aurait dit une pile d'assiettes ou de verres qui tombe et se brise. Mais rien. On a fouillé tout le bâtiment, et rien n'était cassé. Rien n'était tombé. Et il y a un mois, pendant une tempête, un arbre est tombé en plein dans la fenêtre de la pièce que j'étais en train de balayer. La même pièce où la dame en noir apparaît. Bref, on a du bon poulet frit. Il y a environ 10 ans, j'avais 17 ans à l'époque, dans la maison où j'ai grandi, il m'est arrivé quelque chose qui n'a absolument aucune explication logique. J'avais un cadre photo en verre soufflé, assez lourd et orné, posé sur ma commode dans ma chambre. À l'intérieur, il y avait une photo de moi avec ma mère. Ce jour-là, j'étais seul à la maison et j'avais passé la majeure partie de la journée dans ma chambre à faire du tri et du rangement. À un moment, en revenant dans ma chambre avec une pile de linge, je remarque que le cadre est posé à plat, face contre la commode. Ce que j'ai trouvé bizarre, parce que je n'avais rien entendu tomber, et comme je l'ai dit, ce cadre était vraiment lourd. Je m'approche pour le relever, et en le retournant, je vois que la photo à l'intérieur est maintenant complètement à l'envers. Le cadre ne peut être posé que dans un seul sens. Ce n'est pas comme si je l'avais mal saisi ou quoi que ce soit. J'ai passé en revue 1000 scénarios en quelques secondes, complètement paumé, mais rien n'avait de sens. J'ai senti des frissons me parcourir l'échine. C'était impossible. Quelqu'un aurait dû ouvrir le cadre, sortir la photo, la retourner, puis tout remettre en place. Mais j'étais seul. Vraiment seul. J'ai paniqué. J'ai reposé le cadre, j'ai quitté la maison directe pour aller chez mon père. Et j'ai refusé d'y remettre les pieds tant que ma mère n'était pas rentrée. Quand on était petit, mes sœurs et moi, on passait souvent la nuit chez nos grands-parents. La maison était toute petite, donc ce n'était sans doute pas nécessaire,
mais je me souviens que notre grand-père venait toujours nous voir avant d'aller se coucher. Il est mort en décembre 2018. À ce moment-là, je vivais chez ma mère. J'étais sorti d'une relation compliquée quelques mois plus tôt, en septembre. Bref, la nuit où on a ramené son urne à la maison, je me suis réveillé parce que ma porte s'est ouverte toute seule. Ce n'était jamais arrivé avant. La porte était lourde, mal alignée dans le cadre et difficile à ouvrir. Et pourtant, elle s'est ouverte. Comme ça, par hasard, la même nuit où l'urne de mon grand-père est revenue chez nous. Je ne suis pas spécialement branché paranormal, mais j'ai quand même eu cette impression étrange, comme s'il venait vérifier que j'allais bien. Mon ex-femme et moi avions emménagé chez son père après avoir déménagé dans un nouvel état. Il avait une immense maison qu'il avait fait aménager à partir d'une ancienne grange. Peu de temps après notre arrivée, j'ai trouvé un travail de nuit. Pendant mes jours de repos, je restais éveillé toute la nuit pour garder le même rythme de sommeil. Une nuit, on jouait au Yahtzee à la table de la cuisine. On a tous les deux entendu quelqu'un marcher depuis notre chambre, juste au-dessus de la cuisine, jusqu'au bout du couloir, en direction du haut de l'escalier. Je me suis levé d'un coup et j'ai presque couru jusqu'aux escaliers pour voir qui c'était, parce qu'il n'y avait aucune raison que quelqu'un soit là. Je suis monté, j'ai parcouru le couloir jusqu'à notre chambre, en vérifiant les autres pièces en passant. Personne. Rien dans les autres chambres, rien dans la nôtre. Et je n'ai croisé personne sur le chemin. Rien du tout. Je ne dis pas que c'était un fantôme ou quoi que ce soit, mais 20 ans plus tard, je n'ai toujours aucune explication logique à ces bruits de pas. J'étais à Wall Street depuis à peine 2 semaines. Tout était encore nouveau, le bruit constant, les costumes trop chers, les regards tendus, les sourires calculés. À cette époque, je fumais encore. C'était un prétexte, surtout. Un moyen de m'éloigner 5 minutes. Ce jour-là, il y avait un groupe de types du back-office sur la terrasse du 17e. Le genre de mec qui te sourit en te jaugeant comme un CV. J'avais pas envie de supporter ça. Alors je suis descendu. Pas au trottoir principal, mais sur le côté, entre deux immeubles. Une petite ruelle à peine large, où le vent formait une sorte de couloir discret. J'aimais bien cet endroit, on ne voyait ni taxi ni gens pressés, juste quelques sacs plastiques qui traînaient au sol. J'ai fumé tranquillement, appuyé contre le mur en briques, les yeux levés vers les fenêtres alignées comme des cellules. Je jette mon mégot, l'écrase. Je remonte. Sauf que il n'y a plus de porte. À l'endroit exact où se trouvait l'entrée, celle avec les 2 battants en verre, la poignée chromée, le tapis noir épais qu'on nettoie 3 fois par jour, il y avait un mur. Lisse. Gris. Comme si l'immeuble n'avait jamais vu d'entrée. Même pas une fenêtre. J'ai d'abord cru que j'avais mal tourné, que j'étais sorti sur l'arrière. Mais non. J'ai refait tout le tour. 2 fois. C'est un bloc carré, tu ne peux pas te tromper. Et ce mur c'était pas une porte cachée ou une rénovation surprise. C'était comme si cette façade avait toujours été ainsi. Et surtout, il n'y avait personne. À New York. Personne. Je commence à sentir monter un mélange de panique et de froid. Mon badge? Inutile, il n'y avait rien ou le scanner. J'ai même tapé sur le mur, comme un con. Je me suis assis un moment, en me demandant si j'étais en train de faire une attaque ou de rêver les yeux ouverts. Puis j'ai refait le tour une 3e fois. Et là, la porte était là. Comme d'habitude. Rien n'avait changé. L'entrée était là, les gens entraient, sortaient, des types passaient des coups de fil en marchant. Tout était normal. Sauf que je savais que ça ne l'était pas. Je l'avais vu disparaître. Ce n'était pas une hallucination. C'était autre chose. Je n'en ai jamais parlé. Pas à mes collègues, pas à mes potes, pas même à mon psy quand j'ai craqué 3 ans plus tard. Je me dis que j'ai glissé entre 2 instants,
ou que j'ai vu quelque chose que j'aurais pas dû. Parfois, je me demande si cet endroit entre les deux immeubles existe encore, ou si je le retrouverai jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.